Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, l'émission de France Studio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu. Salut, bonjour à tous. Larien est avec nous également. Bonjour Larien. Bonjour à tous. Et enfin, Jocelyn, toujours fidèle au poste. Salut Jocelyn. Salut tout le monde. Et notre sujet du jour portera sur l'engagement de Caroline Christa-Bernard auprès des SDF. Pour aborder ce sujet, nous aurons tout d'abord Madame Caroline Christa-Bernard, qui depuis le début du confinement s'est beaucoup engagée à Lille pour les SDF. Elle était présente lors de l'attentat au Bataclan le 13 novembre 2015. Par la suite, elle s'est fait connaître pour sa prise de position contre l'islamisation au cours d'un débat sur LCI entre Éric Zemmour et Daniel Cohn-Bendit en mars 2019, lors de son témoignage aux Journées de synthèse nationale en octobre 2019, ainsi que sur la chaîne YouTube Vive l'Europe de Daniel Conversano en novembre 2019. Nous recevons aussi Pierre, un Français en situation difficile, qui vient nous apporter son témoignage sur la situation des Français sans domicile fixe et les aides qui leur sont apportées. En France, les chiffres du nombre de personnes sans domicile fixe sont plutôt flous. Selon statista.com, le nombre de SDF en France entre 2017 et 2019 n'a pas bougé. 143 000 pour ces 3 années. Selon Le Parisien, un article de février 2019 stipulait que les associations qui viennent en aide aux SDF estimaient qu'ils étaient 200 000 en France, hommes, femmes et enfants. France-TV-info.fr, sur un article de janvier 2020, parle de 4 millions de personnes sans logement ou mal logées en France d'après l'association de lutte contre le mal logement. Qu'en est-il de leur situation depuis le début de la crise Covid-19 ? Notre invitée du jour, Caroline Christa-Bernard. Bonjour. Bonjour Antoine. Bon, on a eu quelques soucis. Merci de cette invitation. Bah, écoutez, merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Alors, moi, je m'appelle Caroline Christa-Bernard. Je suis en fait depuis plusieurs mois en mission à Lille. Ma mission a commencé début février, donc il n'y avait pas encore la crise du coronavirus. Et puis, donc, au mois de mars est arrivée donc, cette annonce avec ce confinement. Mon entreprise s'est adaptée à la situation, aux consignes obligatoires. On a eu un temps de travail réduit avec des journées de confinement à domicile. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Alors, je travaille en fait dans une grosse structure dans le domaine des tutelles. Donc, c'est un domaine aussi qui est en contact avec des personnes qui peuvent avoir soit des difficultés un petit peu psychologiques, soit des personnes âgées qui sont en EHPAD. Donc, effectivement, un secteur tout à fait impacté par cette épidémie. Donc, si vous voulez, notre temps de travail s'est réduit. Et les jours où j'allais quand même travailler avec mon attestation, c'est là où j'ai vu la réalité des SDF, des sans-abri, dans cette ville de Lille, qui est quand même une grande ville française, donc qui est quand même tout à fait révélatrice de la situation. Et ça m'a d'autant plus touchée que moi, j'ai été bénévole plusieurs années auprès de SDF. J'ai été en contact avec la MIPIN à Paris et avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. Donc, j'ai fait du bénévolat pour ces structures. Notamment, on a organisé des séjours vacances pour des SDF et sans-abri. Donc, c'est une problématique auquel j'ai été déjà sensibilisée. D'accord. Donc, la situation à Lille, elle est certainement semblable à ce qui se passe dans de grosses villes françaises. Alors, je ne sais pas, est-ce que je développe un petit peu ? Est-ce que je vous laisse un peu parler ? Vous pouvez développer. Tout à fait. Alors, on arrive quand même dans une saison un peu printanière, ce qui fait qu'effectivement, les SDF sont en extérieur. Alors, nous nous promenons dans l'île pour rejoindre notre lieu de travail. Et c'est vrai qu'on voit cette situation des SDF qui sont confinés à l'extérieur, ils sont dans les rues.
Et si vous voulez, ces personnes qui pouvaient être plus ou moins invisibles, enfin on va dire un peu moins en évidence dans notre quotidien, tout d'un coup, ces sans-abri ont cette réelle visibilité parce qu'il n'y a plus que eux dans les rues de Lille. Et ils sont dans une situation très difficile, donc ils sont aux abois. La Manche fonctionne beaucoup moins puisqu'il n'y a pratiquement personne dans les rues, donc ils n'ont plus d'argent. Donc, dès qu'un passant se promène, se déplace, les SDF arrivent vers nous. Moi, je l'ai expérimenté moi-même. Si vous voulez, quand je sors du travail et que je vais rejoindre le métro à la gare Lille-Flandre, qui est d'ailleurs très, très impactée par de très nombreux SDF, tout au long de mon chemin, je suis vraiment alpaguée par ces sans-abri qui me demandent de l'argent, qui me font part de leurs difficultés. Et je me suis retrouvée, par exemple, en l'espace d'1 heure à peine, c'est un signe pour pouvoir un peu les aider à écouter leurs histoires tragiques, à devoir finalement laisser quand même une certaine somme, parce que vous donnez 20 € à une première personne qui est dans une situation catastrophique. 10 minutes plus tard, vous avez un couple de SDF qui vient vers vous, qui ne sait pas où dormir, qui ne sait pas comment manger. Donc, si vous voulez très rapidement, au bout de 30 minutes, 40 minutes, vous avez déjà laissé une somme importante. D'accord. Donc, si vous voulez... Est-ce que vous pouvez préciser la tranche d'âge à peu près qu'ont les SDF que vous rencontrez? Alors, justement, cette tranche d'âge, c'est une tranche d'âge de personnes très jeunes. La majorité ont 25 ans, 30 ans. Ce qui est très frappant aussi, c'est que ce sont majoritairement des Français de souche que je croise dans les rues de Lille. Il y a quand même effectivement des SDF plus âgés. Donc pour eux, c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir que cette population est déjà très touchée par les problèmes pulmonaires. Ça vient de leurs conditions de vie difficiles, ça vient du fait qu'il y a des addictions au tabac, ça vient aussi de moments où ils ont été dans des périodes de grand froid, ça a beaucoup touché leur système pulmonaire, ce qui fait que cette épidémie du coronavirus place les sans-abri, les SDF, dans une situation vraiment sensible. Très sensible. Et ce que je disais à Mathieu, qui m'avait contacté avant, c'est que cette épidémie de coronavirus, à mes yeux, est tout à fait révélatrice du monde actuel dans lequel on vit, où, d'une part, les Français qui sont dans leur propre pays sont moins protégés qu'une population immigrée ou que les migrants eux-mêmes, ça c'est une évidence. J'ai parlé par exemple avec un jeune homme de 20 ans qui dort dans un parking derrière la gare Lille-Flandre et qui est tout à fait conscient de ce problème puisqu'il me dit « Moi je n'ai rien, je ne trouve pas de logement, or je croise des migrants qui sont dans des situations bien plus confortables. » Donc si vous voulez, dans le monde des sans-abri, dans le monde des SDF, ils se parlent entre eux, ils ont conscience de ça. Donc notre monde, notre société globalisée, mondialisée, elle amène cette situation très particulière où les Français de souche sont beaucoup plus impactés. Qu'est-ce que vous entendez par situation confortable pour les migrants exactement? Alors, étonnamment, on voit pas beaucoup de migrants à la rue. Je pense qu'ils sont quand même assez vite logés. Ils sont pris vraiment en charge par des associations humanitaires qui sont axées sur ces aspects-là. Il y a tout un système qui se met en place autour des migrants. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quand même dans la rue, mais les Français de souche qui sont SDF relèvent parfois d'un système un peu différent. Ils sont beaucoup plus dans des galères. Et ça, ils commencent à en avoir tout à fait conscience. Ce petit jeune de 20 ans me disait, ces migrants, on leur donne des vêtements, on leur donne de l'argent, ce qui n'est pas le cas pour nous.
donc, il y a déjà des questions qui se posent. Il y a quand même une population immigrée à la rue, parce qu'il faut savoir que les maraudes à Lille distribuent des tracts en plusieurs langues. Donc, vous avez des tracts pour donner des informations aux sans-abri qui sont en plusieurs langues. Donc, vous avez le français. Moi, je n'ai pas vu ce tract, hein, mais Il y a le français quand même. on m'en a parlé. Il y a au moins 4 langues différentes. Donc, ça montre bien qu'il y a aussi quand même voilà, une population immigrée qui est là, qui est confrontée au problème. Ce jeune homme me disait que dans les centres d'hébergement, eh bien, il y a un système de compartiments. Par exemple, quand vous arrivez dans une cuisine d'un centre d'hébergement, dans les frigidaires, vous avez des niveaux. Alors, il y a des niveaux qui sont réservés aux musulmans avec de la viande halal, et vous avez d'autres niveaux qui sont réservés aux SDF français de souche qui ont une autre alimentation. Et il y a des tensions, voilà, selon que les personnes d'une communauté étrangère est plus importante en nombre, ils prennent un peu le dessus, ils s'accaparent un peu le territoire, et les Français de souche qui arrivent, s'ils sont en minorité, c'est plus compliqué pour eux. Voilà, il y a des règles quand même, même dans ces centres d'hébergement, qui montre cette situation particulière qui vient de notre société qui a des frontières ouvertes, qui est mondialisée. Eh bien, ça se ressent dans cette crise du coronavirus. Et le deuxième point, moi, qui m'a frappée et qui est révélateur aussi de notre époque actuelle, c'est que tous ces jeunes Français de souche qui sont à la rue, quand on parle avec eux, quand on écoute leur histoire, c'est toujours une rupture familiale, un rejet de la famille, des difficultés de la vie dans lesquelles ils n'ont pas trouvé le soutien de la famille, ce qui montre que la cellule familiale a vraiment explosé. C'est quelque chose, si vous voulez, ça n'est plus un ancrage comme on avait avant, où quelque part la famille était un secours face aux difficultés de la vie. Donc on est dans un monde mondialisé, un monde individualisé, et cette cellule familiale qui a explosé laisse beaucoup de jeunes Français de souche dans des situations difficiles. Il n'y a pas un seul SDF avec qui j'ai parlé qui ne m'a pas dit, voilà, moi je me suis retrouvée à la rue parce que… voilà, Perte d'emploi Alors, perte d'emploi, et donc la famille n'est pas là pour tendre la main. Des jeunes bon, il y a aussi des jeunes orphelins. Enfin, il y a vraiment toujours quelque chose autour de la famille qui est absente et qui, autrefois, jouait un rôle quand même très important pour éviter ce genre de situation. Donc, c'est l'État, c'est les structures associatives qui doivent prendre le relais face à cette situation, je dirais, d'absence familiale. D'accord. Mathieu, tu voulais réagir? Alors, comment voyez-vous le confinement, on va dire, des SDF? Parce qu'on a pu voir, par exemple, à Lyon, des SDF qui ont été verbalisés parce qu'ils n'étaient pas confinés, ou même des témoignages sur Internet de SDF qui n'avaient plus accès, du coup, à la douche pour se laver et tout. Donc, comment vous voyez ça? Alors, effectivement, le confinement, nous avons dans l'île des policiers qui circulent toute la journée à vélo, à bicyclette, et certains SDF m'ont dit, ils viennent vers nous, les policiers nous demandent notre attestation. Alors, on n'a pas de possibilité d'imprimer des papiers, donc certains policiers sont assez cléments, d'autres sont beaucoup plus durs, veulent nous verbaliser, nous n'avons pas d'argent. Certains disent, ah bah, vous n'avez pas d'argent, donc vous irez en prison. Donc ça crée, si vous voulez, un stress supplémentaire chez ces SDF. Donc c'est vrai que la police est très présente, mais la police est aussi assez impuissante face à une situation nouvelle où certains policiers savent parfaitement dans quelle situation d'impasse sont déjà ces SDF. Donc si vous voulez, le confinement, c'est une problématique aussi assez nouvelle, parce que autant certains SDF sont tout à fait conscients du danger de l'épidémie,
Hein. Ils se sentent même parfois abandonnés. Pourtant, ils disent, nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous avons le droit d'être protégés de cette épidémie, on devrait avoir des masques, on devrait avoir du gel hydraulique. Et d'autres SDF ont une telle autre préoccupation de se nourrir, de se loger, que si vous voulez, la crise sanitaire passe après. Ils n'ont pas conscience des gestes barrières, ils sont dans l'urgence de se dire où je vais dormir ce soir, où je vais me nourrir. Donc, il y a des niveaux de conscience différents. Il y a aussi beaucoup de SDF qui ont des soucis psychologiques, psychiatriques, ce qui fait que c'est difficile de leur faire comprendre les gestes barrières, c'est difficile de leur faire intégrer ça. Donc, voilà, c'est une population qui a ses propres problématiques. Vous pensez qu'elles se sentent, enfin les SDF se sentent un peu plus oubliés que d'habitude? Alors, il y a un peu deux aspects. Effectivement, ils se disent, nous sommes les oubliés, l'État n'est pas là, nous sommes un peu, comment dire, on est un peu, ils se sentent rejetés un peu par la population qui n'ose pas les approcher parce qu'il y a cette contamination possible. D'un autre côté, ils se rendent compte quand même que la ville de Lille a mis en place un certain nombre de choses. Il y a une auberge de jeunesse qui a ouvert. Il y a des personnes individuelles qui viennent apporter des kits avec justement ces gels hydrauliques, un petit peu de produits sanitaires. Donc, ils s'aperçoivent quand même qu'il y a cette solidarité qui est là. Mais c'est vrai que pour les SDF, c'est une situation tout à fait nouvelle. Ils se retrouvent dans une sorte de ville déserte, un no man's land. Beaucoup d'associations ont fermé, les Restos du Cœur ont fermé. D'accord. Beaucoup de maraudes ont fermé parce que les bénévoles se protègent. Donc, les bénévoles, c'est tout à fait nouveau aussi pour eux et ils doivent s'adapter à cette situation inédite. Et oui, donc ils ont du mal à se nourrir, par exemple, du coup, vu que tout est fermé. Alors, ils ont du mal à se nourrir, c'est vrai, mais il y a quand même donc, des choses qui sont mises en place. Ils ne meurent pas de faim. Mais par contre, c'est vrai que certains m'ont dit, au lieu de 2 repas par jour, nous n'en prenons que 1. Nous n'avons pas forcément autant de choix qu'avant. Donc, ils font beaucoup la manche autour des quelques points de supermarchés ouverts pour demander de l'alimentation. Donc, je trouve qu'il y a quand même une solidarité de la population. Moi, j'ai vu beaucoup de gens faire des courses et donner quand même aux SDF. Il y a des gens qui donnent aussi aux chiens des SDF, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les SDF que j'ai vus sont accompagnés de chiens. C'est en fait pour eux un mode de protection indispensable. Ils ne peuvent pas rester à la rue sans avoir cette protection. Donc, il faut aussi que le chien soit nourri, que le chien soit en capacité de protéger le SDF. Donc moi, par exemple, je suis déjà allée dans un supermarché acheter quelques vivres, quelques produits alimentaires pour des SDF. Je rajoutais des choses pour le chien, en fait. Donc, les deux vont un peu ensemble. Et donc, c'est évident que beaucoup d'SDF ont d'abord et avant tout cette préoccupation de se nourrir avant de se préoccuper de la crise sanitaire. Ils disent aussi que cette crise leur donne un sentiment un peu de froideur. C'est une population qui est quand même, qui peut être à la fois très dure entre eux, mais ils ont aussi des codes de solidarité qu'ils ne peuvent plus avoir. Ils ne peuvent plus comme ça se serrer la main. Donc c'est vrai que pour eux, ils expriment aussi cette distanciation un peu étrange où ils se disent bon, on n'a plus cette chaleur humaine qu'on avait dans nos petits groupes. Ça ils l'expriment aussi.
J'ai un peu de mal à comprendre si vous parlez vraiment de personnes SDF ou si vous parlez de punk à chien, en fait. Alors, moi, je parle vraiment des SDF que je vois dans la rue de Lille. Donc, ce sont des Des SDF. gens Ce qui sont sont à la des, rue ce et qui n'ont sont, pas le choix. voilà, C'est bien. voilà. Ah, d'accord. Mais ce sont pas des punks, hein. Ils n'ont pas des tenues de punk. Ce sont vraiment les SDF classiques avec des tenues comme ça, très dépouillées. Mais c'est vrai qu'ils sont accompagnés de chiens. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas de chiens, hein, c'est vrai. Ouais. Mais Parce moi, que j'en ai vu quand vous même voyez ce que je veux beaucoup. dire, parce que les punks à chiens, c'est un choix, en fait. C'est un mode de vie qu'ils ont choisi, Oui, quoi. tout à fait. Vous Tout à parlez fait. bien de Non, non, personnes dans là, le oui, besoin tout à fait. Voilà, c'est Tout à différent. fait. Non, non, je vous parle vraiment de SDF. D'accord. Beaucoup ont des chiens parce que le chien, c'est la sécurité, c'est quelque part le verrou que nous avons, nous, dans nos maisons. Ils n'ont pas ça, donc ils ont le chien. C'est pas du tout des punks à chiens, hein. Ce sont J'ai vu des femmes SDF aussi qui étaient devant le supermarché. Elle est avec un chien. C'est une forme de sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les maraudes, très souvent, font un travail d'accompagnement du SDF, mais ils veillent aussi à ce que les chiens des SDF soient nourris, soient vaccinés, soient en bon état de santé dans la rue. Donc, d'ailleurs, ils expriment ça, hein, les SDF. Ils disent, nous, on recherche aussi notre alimentation, mais aussi pour notre animal qui est auprès de nous. Voilà un peu ce que je pourrais dire déjà de cette situation. D'accord. Si vous permettez, on va recevoir un nouvel invité. Oui. On va recevoir Pierre, qui vit dans la rue, justement. Allô, Pierre? Ouais. Je me suis fait désirer. Parfait. Salut Pierre, ça va? Oui, Antoine, impeccable, Oui, bon, merci. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous voir Caroline? Je voyais Caroline, je voyais de temps en temps. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour, Enchanté. Voilà, donc Enchanté. Bonsoir Pierre. Okay. Bonsoir Pierre. Donc Pierre, toi, tu es SDF. On peut le dire, j'ai la terminologie un peu, je suis un être humain avant tout, mais c'est vrai que j'ai cette particularité de vivre sans toit. D'accord. Ou de manière épisodique, quand j'ai les enfants, je les emmène à l'hôtel ou à des locations diverses et variées. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le parcours? Ta situation, Ouais. Alors, c'est tout simple, on va résumer par le fait que je suis dans l'angle mort. C'est-à-dire que, en tant que père divorcé, je ne suis pas du tout pris en compte par les politiques publiques qui n'ont rien à cirer des pères divorcés. Eux, alors, je ne vais pas entrer dans une guerre stérile homme-femme, parce que ça, c'est ce que veut le système. Le système, il veut un affrontement des familles. Il veut une explosion des familles. Donc moi, après une séparation, je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. J'avais quitté mon appartement que j'avais, que je le louais. Donc c'est vrai que la descente a été assez brutale, parce qu'en fait, après, il n'y a personne qui m'a tendu la main. Les logements sociaux, j'attends toujours. Et tu peux nous dire dans quelle région, dans quelle ville tu te situes? Alors, les Ulysses, Orsay, la région de Massy-Palaiseau, dans le 91. D'accord. Ça fait combien de temps que tu attends un logement social? Alors, depuis un an. J'ai fait une demande d'assistance sociale, mais ils n'en ont rien à cirer de ma vie. Hein. Ce qui est assez cocasse, c'est que tu peux crever en fait. Tu payes des impôts pendant des années, et dès que tu as un souci, on ne va pas te tendre la main. On va te laisser crever. Ouais, excuse-moi. En région parisienne, il me semble que les délais sont énormes. Après, certaines personnes sont prioritaires. Alors ça, on ne sait pas trop comment c'est jugé, mais… C'est très opaque, hein, on peut le dire. Le terme est… Parce que je pense que… Puis même, ils ne m'ont pas proposé une nuit d'hôtel, hein. Rien de rien. Et vous avez perdu votre emploi? Non. J'ai même 2 emplois, en fait. Ah J'arrive oui. Tu peux nous dire ce que tu fais, Pierre? Alors, je travaille dans une grande distribution et je fais du suivi scolaire. D'accord. Et avec ça, vous n'arrivez pas à trouver un logement avec votre salaire? Exactement. C'est-à-dire que, imaginons, je dois être dans les 1 600 €. Et le moindre studio dans cette putain de région d'exploiteurs, c'est, on va dire, 650 € pour un 22 mètres carrés. D'accord. Ce qui veut dire qu'il faut gagner 3 fois 600, donc à peu près 1800. Moi, j'ai une pension alimentaire que je verse. Donc, ça fait rouge hein, dans l'esprit des ceux qui veulent louer. Je suis pas du tout dans leur
voilà, dans les petits papiers. Et on peut pas Mais alors, comment vous pouvez annuler travailler, l'avance. excusez-moi, comment vous pouvez travailler sans avoir de logement? Parce que la plupart des employeurs, la condition première pour une embauche, enfin, une des conditions, c'est d'avoir un domicile. Donc, Parce que comment ça vous fait pouvez… plus de 10 ans que je travaille dans cet emploi. Et Ah oui, que, donc ils vous ont au gardé, final, quoi. voilà, oui. Et puis, ouais, voilà. C'est ça. C'est que j'avais cet emploi avant de m'en trouver un peu dans une situation précaire. Oui. Si je peux me Alors, permettre. moi j'ai été bénévole à la Mie de Pain et Petits Frères des Pauvres. Et normalement, lorsque vous avez quand même, je dirais, déjà un revenu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Petits Frères des Pauvres proposent des logements absolument qui n'ont rien à voir avec les sommes que vous venez d'indiquer. C'est-à-dire que là, vous me parlez de 650 € par mois, mais les Petits Frères des Pauvres, c'est… Je ne sais pas si vous avez pris contact avec eux, mais c'est un cinquième de… Ah ben voilà, alors c'est un cinquième de ce montant. Vous voyez, donc il y a quand même des structures qui proposent des choses. Après, le souci, moi j'ai vu à Lille, c'est qu'il y a beaucoup d'SDF qui n'ont pas les infos. Alors, ils savent pas qu'il y a une auberge de jeunesse qui a ouvert. Ils savent pas qu'à tel endroit on va donner du gel hydraulique. Donc c'est vrai que l'information, elle passe pas vraiment. Il y a la Citadelle aussi à Lille, Génération Identitaire à Lille. La Citadelle, ils font énormément de choses, ils se dévouent. C'est vraiment… Moi, j'ai parlé à plein d'SDF parce qu'ils me racontaient leur situation dramatique. Quand je disais, est-ce que vous connaissez la Citadelle? Ils me disaient, on ne connaît pas. Donc, il y a aussi ce travail d'information. Vous voyez, les Petits Frères des Pauvres, je vous donne l'info. N'hésitez pas à les contacter parce que vous allez voir que les logements proposés, c'est 5 fois moins cher que ce que vous m'indiquez là. D'accord. Jocelyn, tu voulais dire quelque chose avant? Non, j'allais dire en fait qu'il est possible en fait quand tu n'as pas de logement d'avoir une boîte aux lettres, je sais plus par quel organisme, et du coup en fait tu peux du coup avoir un travail, il y a une adresse qui n'est pas la tienne, mais du coup recevoir un courrier, etc. Tout à fait, c'est ça, c'est le CCAS. De chaque commune a un CCAS, un comité d'aide sociale. Et c'est souvent bidon, hein, mais au moins il y a une adresse. Une adresse où tu peux recevoir le courrier. Et tu as fait des démarches, toi, Pierre, ou pas? Alors, à quel niveau? Au niveau de… De chercher une association, de contacter des structures. Alors, les structures que j'ai, il n'y en a pas beaucoup. Et celles que j'ai contactées, il y avait un plafond, c'est-à-dire un plafond de revenus. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas gagner plus d'une certaine somme. Donc, moi, en fait, je suis trop riche pour certaines associations et puis trop pauvre pour le milieu carnassier de l'immobilier, on va dire. Oui. Dans l'angle mort. Après, et Génération Identitaire, vous les avez contactés parce qu'il y a une vidéo qui passe. Oui. Il y a une vidéo qui passe là, qui est récente. Ils ont vraiment pris en charge un SDF français de souche qui a une histoire un peu semblable à la vôtre, puisque c'est suite à une rupture sentimentale qui s'est retrouvée dehors, et ils l'ont relogé. Ils l'ont relogé. Et il y a des structures qui existent. Il faut avoir les informations. Après, ces histoires de seuil et tout, c'est vrai que c'est compliqué parce que si tous les systèmes vous disent écoutez, vous n'avez pas la bonne case, c'est problématique, quoi. Oui, bien sûr. C'est problématique. Pierre, tu dors où du coup en ce moment, dans une voiture? Alors, je dors dans une forêt. Avec une tente? Dans un duvet, un peu d'hiver, et au milieu des bois. Et t'as une tente du coup? Non, parce qu'après, pour le souci, c'est de la démonter, de la remonter, de la stocker. J'ai un box, mais après, c'est toute une logistique quand même qu'on a une tente. Alors qu'un matelas, je le cache dans la forêt, dans un abri. Et t'as pas pensé à t'acheter une voiture pour peut-être dormir dedans? En fait, j'ai pas le permis et voilà. Oui. J'ai fait le transport en commun et… Pour en revenir parce qu'à la limite, tu te serais acheté un sorte de camion aménagé ou de camping-car, un truc comme ça, pour rebondir un temps. Tout à fait, c'est une bonne idée. Et pour en revenir à la pension que tu dois verser, on ne peut pas l'annuler, ce truc-là, le temps que tu trouves un logement? Alors, autant dire que tout ce qui est juges familiaux, j'ai une sacrée expérience très très mauvaise. C'est des gens qui n'ont aucun état d'âme. Et moi, on m'a compris le salaire, ils m'ont crucifié dès le départ. Il faut t'imaginer, je gagne, dans les meilleurs cas, je gagne 1 600 € avec mon suivi scolaire. Mais là avec le Covid, le cirque
virus, tous mes élèves, c'est une perte de salaire. Donc moi, ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Déjà, pour des personnes salariées, le nombre de personnes dont on a mis fin à leur mission professionnelle, qui sont retournés à Pôle emploi et qui sont eux-mêmes déjà. Alors, donc, effectivement, comme vous dites, pour les personnes plus précaires, c'est encore plus visible, quoi. Et donc, moi, par exemple, j'ai vu aussi que il y a des choses. Par exemple, Airbnb, ils essayent aussi sur Airbnb de trouver des logements vacants. Alors, au début, c'était pour le personnel médical, c'est-à-dire les infirmières qui doivent se déplacer dans la région. Mais si vous voulez, il y a une sorte de mobilisation quand même de certains groupes financiers qui se disent bon, on ne va pas rester comme ça les bras croisés. Vous avez, je crois, des grands groupes de luxe qui ont fait fabriquer du gel. Il y a quand même une solidarité qui est là, qui est pas parfaite. Moi, c'était étonnant. J'ai vu, bon, ça c'est religieux, c'est sûr, mais j'ai vu dans les rues de Lille les Mormons qui font toute la journée, ils sont dehors à distribuer des vivres. Donc bon, c'est des petites actions, mais c'est quand même déjà beaucoup. Et donc, oui, il faudrait que vous puissiez voir du côté de la Mie de Pain. Vous connaissez aussi la Mie de Pain à Paris? Non, pas du tout. Alors, ils sont dans le 13e et ils sont super actifs en cette période de crise sanitaire. Il y a aussi beaucoup de reportages qui passent sur la Mie de Pain avec des distributions de repas. Comment? C'est des gens de notre camp ou c'est des... Alors, bon, non. Alors, effectivement, le souci, je dirais qu'effectivement, la législation française, c'est toute personne en difficulté, on vient en aide sans regarder les origines, tout ça. Par exemple, vous avez la Fondation Abbé Pierre qui vient de lancer un énorme appel aux dons. Bon, mais effectivement, la Fondation Abbé Pierre est tout à fait dans cette pensée, je dirais, mondialiste, immigrationniste. Il suffit de voir les affiches qui sont partout en France de la Fondation Abbé Pierre pour venir en aide aux personnes sans abri. Les SDF qui sont sélectionnés pour apparaître sur les affiches ne sont pas des Français de souche. Et pourtant, c'est une fondation qui a un pouvoir très important. À Lille, par exemple, je vous parle de Lille, pareil, l'Église catholique est super engagée, mais elle accueille depuis des mois des migrants, si vous voulez. Elle a un positionnement très ouvert sur la situation des migrants. Enfin, voilà, l'Église catholique considère qu'il ne faut absolument pas faire de distinguo. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe quand même, c'est que, je vous dis, en voyant par exemple ces campagnes publicitaires d'associations humanitaires qui viennent en aide aux gens précaires, il n'y a plus de Français de souche sur les affiches. Je ne sais pas si vous avez vu sur les murs du métro ou les panneaux publicitaires, les affiches en cours. Alors, ce n'est pas forcément par rapport au coronavirus, c'est par rapport au statut des gens précaires en général. Donc, c'est assez frappant. Donc, moi, j'ai vraiment évoqué cette situation avec ce jeune SDF de 20 ans qui est un Français de souche. Sa mère est saisonnière avec très très peu de moyens, donc il n'est pas du tout aidé. Et c'est dur, il dort dans un parking derrière la gare de Lille-Flandre et il est tout à fait conscient de cette situation. Donc, voilà, il y a une majorité quand même de jeunes Français qui sont dans la galère et qui sont la véritable population pauvre de la France. En France, on estime entre 200 et 250 000 SDF. Moi, je suis sûre que si on faisait un recensement, la majorité sont des Français.
24 heures se sont écoulées entre la première partie de cette émission et puis la seconde. 24 heures chrono. C'est ça. Alors, nous retrouvons Pierre. Ça va, Pierre? Ouais, impeccable, merci. Merci Antoine. Tu peux nous dire où tu es là? Alors, je suis dans une chambre d'hôtel que j'ai payée avec mes deniers. Et bien sûr, tout le monde ne paye pas ici. Hein. C'est un peu... Il y a des gens qui ont des traitements privilégiés. D'accord. Ce matin, quand je suis arrivé, bien sûr, il y avait des gens qui paraissaient un peu drogués. Je sais pas, ils doivent venir et qui avaient un repas offert, je sais, par la commune. Comment ça? C'est quoi comme type d'hôtel où tu es? C'est un première classe. Un première classe dans une zone industrielle. Et quand tu dis que certains ne payent pas, c'est-à-dire que des gens rentrent dans l'hôtel Exactement. En fait, le monsieur, parce que ça fait plusieurs fois que je viens, j'essaie de venir une fois par semaine pour essayer de me tenir propre, etc. Et une fois, je lui ai mentionné à quelqu'un qui m'avait interrompu dans la nuit pour me demander une cigarette et qui avait un profil atypique. Hein. C'est-à-dire qu'il a frappé à ta porte? Exactement, en pleine nuit. Hein, et je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un de l'hôtel, je ne sais pas, pour X raisons, je vais quand même voir. Il n'y a pas d'œillet, en fait, on ne peut pas voir. Et c'était une espèce de racaille qui me demandait une cigarette. Donc après, j'en ai parlé au tenancier. Hein, et lui, il m'a dit, il y a des personnes par le social. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de réquisition d'hôtel. Hein, je vous confirme, hein, c'est occupé par un peu toute la Ligue d'Humanité. Hein. Ah oui. Tout à fait, c'est le ministre de Normandie là, qui a dit qu'il allait donc réquisitionner des hôtels, ce genre de choses. Mais le prix d'une nuit, c'est à peu près combien, Pierre? Très bonne question. En fait, c'est pour quelqu'un de lambda, hein, c'est entre 40 et 50 euros. Hein. Et encore, c'est un bout Ah de oui, nuit, quand même. Ah ouais, c'est très très cher. Faut les trouver, hein. Faut les trouver, cette somme-là. Ouais. Ça fait cher. Ça revient plus cher que si on louait un logement Gérard Force. Hein. Donc, un première classe, c'est environ 40-50 euros, quoi. Ouais, pour le plus bas, hein, genre le bas de gamme, quoi. Alors que quelquefois, il y a des opérations sur des hôtels, entre guillemets, un peu mieux, où on peut trouver une chambre à 59 euros. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc Donc, il n'y a pas une grande différence, quoi. Tout à fait. Ou même à une location, tu peux même louer une maison en province. Ça m'est déjà arrivé en vacances de louer à 60 euros par jour. Ouais. Donc, il y a d'une certaine manière des abus qui sont faits par ces marchands de sommeil, hein, ces gens qui tiennent ces hôtels, qui profitent aussi de cette situation, peut-être même là, de la crise du corona, en se disant, bon, il y a de la demande, donc on va peut-être prendre des prix, alors qu'ils devraient eux aussi participer à cette solidarité, à se dire peut-être on baisse un peu les tarifs dans cette période difficile, il y a des centres d'hébergement fermés, il y a le risque d'épidémie, on contribue et non, en fait, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ils ont aussi besoin d'avoir une rentrée d'argent, je peux comprendre, parce qu'en fait, on leur impose des gens gratos qui pour eux, n'entrent pas dans leur... Ils n'ont pas d'aide de l'État qui pourrait venir compenser. Non, il n'y a pas. Il y a forcément d'argent qui rentre aussi pour eux. Hein. Bien sûr, c'est un business aussi, comme tu disais, c'est un business qui entretiennent tout le monde est gagnant-gagnant. Hein. Sauf ceux qui payent le prix fort. Quoi. D'accord. Les hôtels du Morbihan qui sont réquisitionnés, pour souvent des étrangers, ils sont bien payés, hein, les hôteliers pour les recevoir. Tout à fait. Tout à fait, ouais, c'est clair. Alors que justement, dans cette crise sanitaire qui est exceptionnelle, il devrait y avoir un élan national, général, pour que ça ne devienne pas aussi une crise humanitaire, c'est-à-dire... on a tout à fait souligné d'ailleurs que cette crise du coronavirus souligne les différences entre les personnes favorisées, les personnes fortunées, les personnes qui ont de l'argent et ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire vraiment, ça saute aux yeux. Les gens fortunés ont pu partir, certains dans leur maison secondaire, et certains sont enfermés dans des petits appartements avec toutes des familles, et puis les SDF qui sont le dernier maillon de la chaîne. Et donc, ça devient une crise humanitaire où
voilà, hein, c'est encore plus flagrant. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent de manière encore plus forte dans cette période très particulière, quoi. Et donc, moi, je connais certains bénévoles qui ont bravé l'interdit de sortir, pour venir en aide aux SDF. Alors, ils ont contourné certainement les points de police pour essayer de faire un travail qui est fait par l'État. Hein. Donc, finalement, ces bénévoles ne sont pas payés, l'État fait des économies. Mais pour venir en aide aux SDF qui sont un peu les angles morts de l'épidémie, quoi. Donc, voilà, cette crise sanitaire, elle devient, voilà, elle se transforme vers quelque chose qui touche non plus simplement la santé, mais l'humain, enfin, voilà. Hein. À la fin de la première partie, Caroline commençait à nous dire que la majorité des SDF étaient français, blancs. Est-ce que tu peux confirmer ça, Pierre ? Alors, vivant un peu en reclus, je ne saurais te confirmer. Mais ce qui est certain, c'est qu'en France, il y a beaucoup de pauvres. Et ce n'est pas des pauvres qui reçoivent des subventions. Hein. C'est pas, ils vivent à la campagne, ils sont en dehors de toute politique sociale. Parce qu'on sait que depuis des années, ce qui est arrosé, c'est les banlieues. Hein. Donc moi, je peux le voir. Tout à fait. C'est les banlieues qui sont arrosées d'argent. Comme je voulais dire hier, c'est que les appartements, ils sont occupés par des familles qui ne travaillent pas, ou par des dealers. Les logements sociaux, ils sont attribués à des gens, je ne sais pas comment. En fait, c'est une opacité totale des attributions. Ce qui fait que moi, je me retrouve sur le carreau. Les sources sociales, bien sûr, ne m'appuient pas. J'ai personne pour m'appuyer. Je suis tout seul. De famille pour nos parents. Caroline, est-ce que vous l'avez ressenti, ce traitement de faveur entre, par exemple, des SDF et des migrants ? Alors, moi, je l'ai constaté parce que je travaille dans la région de France, mais plutôt dans des grandes villes. Donc, l'année dernière, 6 mois à Saint-Omer. Alors, on n'était pas en crise du coronavirus, mais je peux vraiment confirmer qu'à Saint-Omer, 90%, vraiment, enfin, des SDF que j'ai croisés dans la rue, dans les rues de Saint-Omer, sont des Français de souche. Alors que, pas très loin, vous avez un hôtel vraiment en plein centre-ville, qui est d'ailleurs très beau, en pierre de taille, qui accueille donc les migrants. Donc, voilà, il y a ce contraste-là. Lille, où je suis là maintenant pour une mission, et j'y étais l'année dernière. Donc, pour vous dire, l'année dernière, j'avais déjà parlé avec des SDF. C'est quand même une grande ville française, et vraiment, en se promenant dans les rues de Lille, ça saute au visage, on le voit tout de suite. C'est véritablement des Français de souche, et assez jeunes dans l'ensemble. Hein. La grande majorité, ils ont autour de la trentaine, qui sont dehors. Et donc, c'est le système D, c'est la galère. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques SDF issus de l'immigration, mais en tout cas, les migrants sont quand même tout de suite pris en charge par ce système associatif, alors que ces jeunes Français on les laisse de côté et on leur demande de se débrouiller seuls, quoi. Et donc, comme je disais hier, il y a aussi le problème, je dirais, de la cellule familiale qui en France a complètement explosé. Enfin, quand je parle avec ces SDF, très souvent, c'est quelque chose qui a expliqué aussi leur parcours. Donc moi, j'avais aussi envie de poser cette question à Pierre. Est-ce que tu as de la famille, des frères, des sœurs, ou bien tu es complètement seul, quoi? Alors, je suis totalement seul pour 2 raisons. C'est que en fait, mon engagement en politique a fait que on m'a renié. Et la solidarité, l'esprit de famille, comme tu disais, a disparu. Genre, en tout cas, dans ma famille, Voilà. l'esprit de famille, c'est un peu chacun pour soi. Et voilà. Donc, ce qui a fait que j'ai aucune branche auquel je peux me rattacher dans les parages. Et voilà. Et ton témoignage rejoint tous les témoignages des SDF français de souche avec qui j'ai parlé. Tous m'ont parlé de ça. Et étonnamment, dans les familles issues de l'immigration, hein, on peut parler par exemple de l'islam, au contraire, la cellule familiale est encore très forte. Et donc, on voit peu de personnes quand même, bon, il y en a quelques-uns, hein, je ne dis pas, mais
cas de coup dur, il y a quand même cette entraide familiale qui est là. Nous, on est beaucoup plus une société individualiste et on en paye les conséquences. Vraiment, enfin, je vois, on remonte 70 ans en arrière, l'époque de nos grands-parents, il y avait vraiment des valeurs d'entraide. Pas un fils, une sœur, dormir sur un trottoir. Donc, c'est aussi ce phénomène de notre société actuelle. Et donc, moi, j'ai des témoignages effectivement de SDF qui m'ont dit que dans les centres d'hébergement, il y a une espèce comme ça de loi de la jungle où, quand les personnes issues de l'immigration sont majoritaires, elles font la loi, donc elles occupent le territoire de l'hébergement, que ce soit dans les piscines avec les frigidaires, comme je le disais hier, mais également, ce sont des gens qui pratiquent leur religion, donc il y a des rites, il y a des prières, il y a tout ça, et ça arrive dans ces centres d'hébergement, et les Français de souche sans-abri qui sont minoritaires se tiennent dans un coin parce que ce sont d'autres qui font la loi. Donc, je ne sais pas si toi, Pierre, tu as eu l'occasion d'être au centre d'hébergement. Oui. Non, j'ai justement voulu éviter ça. C'est-à-dire que moi, je ne supporte plus du tout. Donc, je n'ai pas voulu me retrouver dans une faune, parce que bon, moi, j'aime pas trop le terme SDF. Je me considère comme un Français qui a été trahi par le système, qui a été vendu par le système et qui se retrouve un peu délaissé. Mais le terme SDF, je ne suis pas un sigle. Et donc, j'ai jamais voulu, déjà, je fais pas l'aumône, dans le sens où je demande pas des miettes. Je demande ma place de français, et ma place de français, c'est pas dans un trou à rats ou dans un gymnase ou etc. Oui, tout à fait. Je me retrouver dans un foyer de pouilleux, pour dire les choses, avec des gens qui n'ont aucunement ma culture ou ma civilisation ou quoi que ce soit. Je n'ai rien je peux pas dormir avec eux. Oui, je comprends. Et ce qui est incroyable, c'est que dans les associations humanitaires qui viennent en SDF, eh bien, on a de plus en plus de personnes issues de l'immigration qui tiennent les postes clés. Dans certaines associations, vous vous tournez vers la personne en charge du système précarité. Eh bien, c'est plus forcément des Français qui tiennent ça. Enfin, notre société, elle a complètement été retournée en l'espace de 70 ans. Enfin, je pense qu'il y a 70 ans, vous contactiez, je dis n'importe quoi, la Fondation Abbé Pierre, vous avez des interlocuteurs qui étaient des Français. Je dis pas qu'il n'y en a plus, il y en a encore beaucoup, mais c'était quand même des Français. Il y avait cet esprit quand même patriotique. Aujourd'hui, je suis sûre que c'est vrai, dans certaines associations humanitaires, c'est plus des Français qui sont aux commandes. Alors, vous en avez qui sont en général des gauchistes, enfin bon, bref. Et donc, c'est très compliqué pour des Français de souche identitaires comme toi, Pierre, parce que les interlocuteurs de ces associations vont être des personnes issues de l'immigration. Donc, ils ne comprendront pas votre discours. Quand vous allez dire on est abandonné par rapport aux autres, ils vont vous dire écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais vous ne tenez pas ce genre de discours chez nous. Nous, on est tout le monde, on est. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est. Caroline, est-ce que vous pouvez nous citer justement des associations qui pourraient entendre le discours de Pierre ? Alors, bon, bien sûr, il y a les actions de génération identitaire. Ça, tout de suite, ça nous semble évident. Vous avez donc à Lille la Citadelle. Ils ont fait des tracts par rapport à cette crise du coronavirus. Alors, les tracts étaient plus axés sur les personnes âgées, venir en aide aux personnes âgées qui pourraient avoir des problèmes respiratoires. Mais ils font quand même des maraudes. Ils font des maraudes dans les métros. Le problème, c'est qu'ils ont Martine Aubry sur le dos. Ils ont le préfet du Nord sur le dos. Donc, ils veulent continuer leur action, mais on leur met plein de bâtons dans les roues. Aurélien Verracel qui dirige la Citadelle, là, il a un procès sur le dos pour partir encore 1 an en prison. Enfin, donc, bien évidemment, on peut penser tout de suite à Génération Identitaire. Ensuite, il y a quand même des associations qui se développent depuis ces dernières années, qui font des cagnottes. Moi, je pense par exemple à la France Rebelle, qui est une association qui intervient sur différents problèmes liés justement, je dirais, à la menace que nous connaissons. Alors, ils peuvent aider, par exemple, des identitaires qui ont été arrêtés à Calais, comme ils peuvent aider des personnes qui sont poursuivies pour des tweets parce qu'ils ont dénoncé certaines choses.
Donc peut-être on pourrait contacter des associations comme ça qui lancent des cagnottes. Ils lancent des cagnottes. Alors ils font des mailings, ils envoient des mailings un peu partout sur le territoire français et ils récoltent quand même un peu de sous. Donc moi je vois déjà ces deux aspects-là. Après, bon, vous avez l'Église catholique qui est très mobilisée. Tous les diocèses en France sont mobilisés pour aider les personnes en précarité. Mais bien évidemment, on peut pas vraiment, même si c'est l'Église catholique, on peut pas vraiment tenir des propos identitaires parce que l'Église catholique, elle est sur un positionnement qui est celui du pape, voilà, qui est celui du pape François, puisque il faut savoir que toute personne, je le sais parce que j'ai une personne qui est prêtre dans la famille qui m'a expliqué que quand on rentre dans les ordres, on est tenu de respecter une hiérarchie. Enfin, il y a une discipline. Donc, ils sont tenus de respecter les directives du pape, qui là-dessus, bien sûr, se positionne complètement de manière différente. On peut aller voir les églises traditionnalistes, on peut aller voir. Alors, il y a les traditionalistes, c'est vrai. Ils ne sont pas très nombreux, mais si on est dans une ville où il en existe, c'est pas mal. Alors, quelle association traditionnaliste existe, Mathieu? La Fraternité Saint-Pédis, par exemple. Voilà, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour aider les pauvres de la rue, concrètement? Ils peuvent rapporter dans ce... Oui. Je pense que il y a un réseau d'entraide. Il suffit, par exemple, de rentrer en contact avec un responsable, comme disait Mathieu de Civitas, pour qu'il puisse éventuellement faire jouer son réseau. Faire jouer son réseau, ça c'est sûr. Mais quelquefois, bon, quand on est pris en charge par une association, bah, on se dit voilà, j'ai au moins un toit, j'ai au moins de l'argent, donc je me tais sur ces convictions politiques si je veux pas me retrouver dehors. Mais bon, c'est vrai que c'est très douloureux de constater l'état dans lequel est notre pays aujourd'hui. Donc, quelquefois, c'est difficile de se faire, quoi. C'est difficile de se faire. Il faudrait qu'il y ait un réseau d'entraide. Exactement. Il faudrait qu'il y ait un réseau d'entraide au sein du milieu nationaliste qui mette en relation peut-être des propriétaires avec des gens qui souhaitent louer des appartements, des biens immobiliers. Ouais. Et ce serait intéressant à créer ça, par exemple. Alors, on avait entendu parler aussi du bastion social qui avait fait la préférence nationale, comme il disait, en aidant en priorité les SDF par rapport aux migrants et qui a été dissous à la demande du CRIF. Exactement. Ça n'a pas duré longtemps, en fait. Voilà. En fait, le problème, c'est que dès que vous montez ce genre de structure, vous avez immédiatement sur le. Enfin bon, à moins que ce soit à moins que ce soit confidentiel. Non, mais si un site internet, ce serait vraiment bien. Un site internet où tu mets les. Enfin bon, il y aurait plus de demandes pour des locations que de gens qui proposeraient justement des biens, mais ça pourrait. Moi, c'est comme ça que j'avais eu un appartement il y a quelques années. C'est par des relations, en fait. Notre milieu, il doit s'entraider pour tout, pour la nourriture, pour créer une société parallèle, quoi. Parce que si on compte sur le système, on est mort. Hein. Mais je crois qu'il y a un site qui est en train de se monter qui s'appellera la Ruche Patriote, où il y aura plein d'annonces en ligne. Donc, je crois que c'est en train de se monter. Monté par qui, Mathieu? Des gens de nos milieux, parce qu'ils étaient présents aux journées Fête PNL ou même journée synthèse. D'accord. Ils ont fait un stand pour présenter leur site qu'ils étaient en train de me mettre en place. Pour des produits locaux une copie de gens de confiance, Bon Coin, enfin, où avoir des emplois, des logements, retrouver des journées, enfin organiser des événements entre patriotes et tout. D'accord. Il y a un site qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi pas mal de gens comme ça qui ont accepté la chambre aussi, voilà, donc il y a aussi des personnes qui donnent comme ça pour venir en aide temporairement, quoi. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Là, moi, je peux prendre de Lille où il y a ce réseau identitaire de la Citadelle. Je veux dire, ils ont toute la presse contre eux. Enfin, je voyais encore récemment des articles passés où justement l'AFP reproche à la Citadelle de venir en aide aux personnes sans abri qui sont des Français autochtones et donc des articles dans la presse complètement à charge et donc c'est vrai que c'est compliqué de mener une action, mais
Il y a des structures. Moi, je pense aux associations. Je ne sais pas, Pierre, si tu connais la France Rebelle, mais ils font des mailings, ils font des cagnottes. Bon, jusqu'à présent, les cagnottes n'ont pas été annulées parce qu'il faut savoir que l'État peut faire annuler les cagnottes. Hein. Bon. Je me souviens de l'histoire de Christophe Détinger, là, le boxeur. Bon, c'était pas dans un contexte de personnes en précarité, mais il y a eu une cagnotte pour le défendre. L'État est intervenu pour mettre un arrêt à cette cagnotte. Je ne sais pas ce qu'est l'argent et je me demande même s'ils n'ont pas été voir les identités des donateurs. Vous voyez, donc. Il me semble que si, ouais. Voilà, donc en fait, ils vont finalement, ils font un traçage et ils arrivent à trouver l'identité et à la limite, même après, vous êtes poursuivi pour avoir versé de l'argent, quoi. Donc, bon, fort heureusement, il y a quand même des initiatives qui arrivent à se faire, mais très honnêtement, moi, je m'inquiète beaucoup. On parle d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être dans 20-30 ans, la situation de la France, puisque, je vous dis, même dans les associations humanitaires qui viennent en aide aux sans-abri, occupent maintenant des postes clés des personnes issues de migration. Donc, si vous voulez, ils sont aux commandes, et ceux qui ont décidé à qui ils attribuent des chambres et tout, et c'est eux qui sont portés par le pouvoir, et donc c'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. On est dépossédés, quoi. On est dépossédés de notre territoire, de notre pays, quoi. Enfin, moi, je vous parlais hier des campagnes. Il suffit de voir les campagnes d'affichage qu'il y a partout dans les métros, dans les agglomérations de toutes ces associations humanitaires. Les SDF qui sont choisis pour incarner ces campagnes publicitaires ne sont plus des Français de souche. Et puis, il y a toujours des slogans de campagne. Alors donc, peu importe son origine, sortons-le de la misère, enfin, tout ça, si vous voulez, pour faire un mantra et de la propagande auprès de la population française. Et donc, voilà, il y a vraiment des forces qui sont mises en place par nos gouvernants qui font que nous, on n'a plus que ce système d'entraide individuelle, quoi, de solidarité individuelle, quoi. Donc, voilà, et c'est sûr qu'il y a des choses à créer. Il y a des choses à créer. Alors, Pierre, moi, je me suis permise d'envoyer des mails aux deux structures, c'est-à-dire l'Ami de Pain et les petits frères des pauvres, sachant qu'on est le 1er mai, tout ça. Je ferai aussi un message à la France Rebelle parce que je connais le responsable. Peut-être peut-il faire quelque chose. Mais vous voyez, je vous donne un exemple. Même les petits frères des pauvres, c'était une structure à la base qui était catholique. Bon, on est un pays quand même avec des racines chrétiennes. Bon, pour après être complètement intégré au sein de l'État comme une véritable fondation, il a fallu sortir, déchristianiser cette association. Vous voyez, il a fallu la rendre laïque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va surtout pas dire, il faut surtout dire, il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a rien. Et donc, voilà, ces associations qui étaient dans une démarche basée quand même sur l'identité de la France, on les a défrancisées. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, si je peux me permettre, je te confirme, l'Ami de Pain, j'ai regardé le site, ça m'a paru quand même assez original. C'est une association qui date depuis un siècle, mais qui se retrouve là, comme tu disais, avec des photos où je me suis dit, je ne me suis pas sorti reconnu. Je me suis dit, je ne vais pas me sentir très à l'aise. Et quelle association Mi de Pain. Donc j'étais sur leur site. La Mi de Pain, voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tout est comme ça. Vous prenez la Fondation Abbé Pierre, mais c'est la même chose. Moi, la Citadelle à Lille a dit vraiment, il faut savoir le positionnement de l'association Abbé Pierre qui vient de lancer un appel aux dons qui en plus est relayé par tout le show business. C'est-à-dire que vous avez l'humoriste Blanche Gardin, qui est aujourd'hui, qui a une renommée qui est complètement confirmée. Elle a fait donc, vous pouvez la voir sur YouTube, une vidéo, un appel aux dons et tout, mais est-ce que ces gens du show business vont aller se mobiliser, faire des vidéos en disant voilà, la majorité des personnes à la rue sont des Français de souche, ils n'ont pas d'aide. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Le show business
mobilisés pour aller au chevet de cette idéologie mondialiste, immigrationniste. Voilà. Donc la vidéo. Donc c'est toujours pareil. Et donc ils ont comme ça, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les structures. Mais en même temps, il y a une réalité qui maintenant inquiète de plus en plus de Français sur. Moi, je vous dis, l'année dernière, ça m'avait vraiment frappé de voir tous ces jeunes à Saint-Omer qui n'étaient que des jeunes Français de souche en galère. Voilà. Et à côté, dans le centre de Saint-Omer, ce magnifique hôtel particulier où sont les migrants, je n'ai pas vu un migrant à la rue. Je veux dire, ils se promènent la journée, ils vont prendre des petits cafés, ils ont leur argent de poche. Et donc, il y a quand même quelque chose de révoltant qui maintenant peut-être va faire écho chez nos concitoyens français quand même, qui vont peut-être se réveiller, se réveiller, sauf si on vit dans un monde complètement individualiste, égoïste. Voilà. C'est le cas. Larien, est-ce que tu veux réagir ? Oui, non, mais bon, effectivement, le fait que toutes les associations soient politiquement à gauche et que tout l'appareil d'État soit enfin, toutes les subventions aillent toujours aux mêmes. Moi, je trouve que c'est un film d'horreur, de toute façon, c'est clair. Pour mettre en place une solidarité entre nous active, moi, je vois qu'un retour aux terres en campagne, une certaine forme d'autonomie, d'autarcie, pour pouvoir sortir de ça. Moi, je pense que les villes, c'est foutu. Je pense que Pierre, tu vivrais beaucoup mieux à, je sais pas moi. C'est malheureux à dire, mais maintenant tu te mets au RSA, tu vas dans un tout petit bled de Bretagne avec enfin, si on se cible une région en Bretagne, on se met tous à proximité. Et il y aura bien quelqu'un qui arrivera. On peut louer du terrain agricole et puis commencer à faire notre. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu peux nous parler des prix un petit peu au centre-Bretagne, Kevin ? Je sais que tu as… Ouais, je regarde pas mal en ce moment. Faut tracer un cercle 30 km après les côtes. Et là, tu as des tarifs qui sont tout à fait abordables. Il y a des gens qui ont des difficultés à louer leur maison, donc c'est assez facile quand même de les avoir comparé à d'autres endroits. Et il y a encore possibilité d'aller voir des paysans, de leur demander, de leur donner des coups de main, de leur demander peut-être un lopin de terre pour pouvoir faire un peu d'élevage, un peu d'agriculture. Et les tarots, c'est… Il y a beaucoup de fermes avec des dépendances en plus dans ce coin-là. Après, bien sûr, il y a plein de trucs comme ça. Par contre, en Bretagne, on entend beaucoup parler d'accueil de migrants. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, mais dans les grandes villes, si tu veux, la campagne est encore protégée en Bretagne, mine de rien, tu vois. Ouais. Ça fait un répit, tu vois. Avant de quitter la France, je pense que tu peux rester encore 10 ans en Bretagne, tu vois. Ouais, honnêtement, ouais. Dans les petits bleds bretons, franchement, ça va encore largement. Forcément, pas à Rennes, pas à Lorient, mais… Et puis autant se faire Je pense qu'on peut se sauver en France, surtout dans les petits villages, en fait. Voilà, il y a commune. Et même en Vendée, tu vas en Normandie, tu vas en Vendée, dans la campagne, il y a moyen, il y a encore moyen. Moi, je pense que c'est avant la fuite finale s'il y a besoin, mais en tout cas… Avant de partir trop tôt. Ouais. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que nous, en tant qu'identitaires, on va nous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'il y a des associations musulmanes qui font de l'entraide uniquement pour leur communauté musulmane. Vous prenez l'exemple de Baraka City, allez voir la page Facebook de Baraka City. Je veux dire, cette association, elle a pignon sur rue. C'est en France Oui, d'ailleurs le dirigeant de cette association, c'est un islamiste notoire. Enfin, il faut voir les déclarations qu'il fait. C'est tous les milieux de l'islam radical en France. Donc c'est Baraka City, c'est une association c'est presque d'ailleurs un peu une vitrine, je pense, d'autres choses, mais qui est complètement dans l'entraide par rapport à la cause islamique, la cause musulmane. Donc, bien sûr, ils aident sur des conflits extérieurs, les Rohingyas, toujours la cause musulmane, la communauté de l'Oumma au niveau international, mais également en France. Moi, j'ai été étonnée aussi de voir sur certaines pages Facebook de mosquées qui font des repas chauds et tout ça, uniquement halal, donc à destination
de leur communauté. Et ça, on dit rien. Hein, par contre, si l'Église catholique faisait des repas uniquement pour une communauté, ça poserait problème. Donc, si vous voulez, eux, ils ont le droit d'être identitaires. Ils ont le droit d'avoir ce réseau d'entraide entre eux. C'est d'ailleurs vu comme quelque chose de très valorisant. Voilà. Et nous, c'est vu comme quelque chose de raciste. Vous voyez, islamophobe. Donc, il suffit d'aller voir vraiment sur des sites de certaines... Ça va toujours que dans un sens, en fait. Oui. Voilà. C'est à partir du moment où on s'adresse à l'État pour essayer de régler les choses. Mais si on part du principe qu'on peut nous-mêmes faire bouger les choses, peut-être que ça sera... Il faut que ce soit officieux, il faut que ce soit officieux, quoi. Ça, oui, mais si vous avez... regardez, eux, de leur côté, ils ont des associations déclarées officielles, Baraka City, complètement... voilà. Les mosquées, c'est quand même des lieux de culte, je veux dire, qui ont pignon... Enfin, je veux dire, qui sont validés par l'État. Et donc... c'est ça, c'est toujours dans le même sens. Et beaucoup de Français qui sont pas réveillés vont vous dire « Oh, mais regardez, c'est magnifique, cette entraide de la mosquée du coin. » Voilà, donc je sais pas, il y a une lecture des choses qui est complètement... mais ça, c'est dans tous les domaines, hein, de toute façon. Dans tous les domaines, ah bah oui. Donc, voilà, là, on parle de ça, mais... Mais il faut voir... En ce moment, avec l'épidémie de coronavirus, toutes les initiatives qui sont faites par la communauté musulmane dans une forme d'entrisme, en restant entre eux, hein, les associations, tout ça. Et ça, par contre, ça pose pas de souci. Tandis que, bon, génération identitaire, tout ça, ils sont dans le collimateur. Enfin, c'est ils multiplient les procès, ils ont des menaces devant leurs locaux, il ne faut pas oublier, il y a ça aussi. Hein. Il y a Al Jazeera qui est venu faire un reportage en caméra cachée avec une caméra sous la veste dans les locaux de la citadelle en les faisant passer pour des nazis, enfin bon bref. Donc voilà, donc c'est vrai que on est en 2020 dans une situation qui est encore très bloquée et qui se ressent dans cette crise du coronavirus, quoi. Je voulais dire tout à l'heure que, ouais, de toute façon, je pense que le futur pour nous, c'est ça, hein, c'est de se rassembler dans des coins. Même si à la base, tu es tout seul, tu trouves un coin où c'est pas cher, tu prends, tu essaies de parler avec les gens, tu essaies se communautariser, en fait. Déjà ça. Après, je voulais aussi rebondir sur le problème que moi, depuis que je suis gamin, je le vois. Moi, quand j'étais à l'école, tous les gamins, ils essaient de trouver des origines, du copain, de l'arrière-arrière-arrière-grand-père pour pas se dire être français. C'était une honte d'être français et aujourd'hui, je vois bien en fait ce que ça fait, quoi. Tout simplement, aujourd'hui, bah, tu vois, toi, tu as des problèmes, on va aider plus les migrants parce que les gens étaient conditionnés pour ça, quoi, tout simplement. C'est la mode. Et je trouve ça aussi, un truc qui m'horripile, c'est qu'en fait, tu as des Français qui sont, comme disait tout à l'heure Mme Christa Bernard, en fait, si tu veux, les gens ils sont pas réveillés, ils vont louer leurs appartements à des blacks, ils vont acheter du pain aux Arabes, mais concrètement, tu vas à Vézine, à Montargis, en fait, les Arabes, ils achètent que dans le quartier arabe, ils achètent rien au Babtou. Donc en fait, si on continue dans ce cheminement-là, en fait, on est voué à notre propre extinction quand on se tue nous-mêmes, on est en train de se suicider. Moi, je le vois comme ça, quoi. Alors, il y a plein de gens qui, apparemment, sont pas d'accord avec ça, hein, mais moi, je le vois très clairement comme ça, quoi. Le problème, c'est qu'on peut pas convaincre la majorité, quoi. Par la force, peut-être. Je sais pas. Non, mais vraiment, ouais, il faut se retirer dans des endroits où c'est possible encore de faire quelque chose. Je pense pas qu'on puisse se battre contre la machine qui est le système et la bien-pensance. Par contre, on peut gangréner. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs foyers infectieux, tu vois, pour propager une gangrène, en fait. Et moi, c'est ça que je vise, en fait. C'est la gangrène. Virus, ouais. Voilà. Non, j'allais dire, moi, j'ai vécu un petit peu ce que Pierre, il a vécu, bien plus jeune. Et bon, c'était peut-être un peu moins dur parce que moi, à l'époque, j'étais pas nation au caisse. Mais ouais, c'est une vraie galère. Et je comprends, toi, par rapport à ce que tu nous expliques, que c'est la même galère multipliée par 100, en fait, que tu es en train de vivre. Je le vis bien, t'inquiète. Pardon ? Je le vis bien. Ouais, tu le vis bien parce que tu dois être fort psychologiquement, mais bon, concrètement, c'est pas normal.
Oui, j'ai mon voisin, notamment sa fille, c'est revenu du Sénégal avec un Sénégalais qui est Baïfal, qui est un putain de sectaire en fait. Hein. Le mec, faut voir les aides qu'il a. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est en France, il en est à son 7e aller-retour au Sénégal, il ne travaille pas. Non, si on creuse, on trouve des merveilles. Ah, mais bien sûr, non mais clairement que tu vas trouver appelle-toi avec un nom arabe, tu vas voir que tout de suite, tu vas aller voir l'assistante sociale, ils vont te débloquer des choses, ils vont te trouver des solutions, quoi. Bah, moi, ça marche avec le nom, puis quand je me pointe, ils voient ma tronche et ça marche. Donc, bon, bien. Tu peux pas tout avoir, Kevin. Du coup, si vous voulez vous voulez faire une conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que je pense que comme dans beaucoup d'autres domaines, on ne peut plus vraiment compter sur l'État. Hein. Je pense que notre pouvoir est confisqué par peut-être des gens qu'on pourrait qualifier de traîtres ou de voyous, j'en sais rien. Donc, c'est un système parallèle qui doit se mettre en place. Moi, j'ai été en contact avec Mathieu par rapport aux attentats du 13 novembre. Et là aussi, il y a eu une propagande vraiment massive, ce qui fait que les rares personnes qui ont osé dénoncer ont été complètement rejetées du système et c'est finalement la sphère patriote qui a apporté du réconfort. Hein. On peut parler de Monsieur Patrick Jardin qui est un peu le fer de lance de tout ça. Donc ça continue. Maintenant avec le coronavirus, c'est toujours pareil. Nous sommes complètement… En fait, on est déjà au deuxième plan. Hein. On est dans notre propre pays, mais en fait… Nous sommes relégués au deuxième plan par rapport aux personnes immigrées. Et donc, voilà, moi, je dirais qu'effectivement, il y a une perte de confiance dans nos élites qui se confirme événement après événement. Le coronavirus est une nouvelle étape qui confirme la règle. Moi, il s'avère que j'ai acheté là, pendant cette période le livre La peste d'Albert Camus, qui paraît-il connaît un succès en librairie en cette période de crise sanitaire. Et c'est déjà très impressionnant de voir que face à cette épidémie hein, qui a touché tout un village, toute une population, c'est véritablement l'entraide et le système D qui ont permis aux personnes de s'en sortir, car sinon c'était la jungle. Donc cet ouvrage, moi, je suis en train de le lire et je suis frappée de ça. Il n'y a que cette solidarité qui permet de pouvoir faire face, quoi. Très bien. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire à Pierre sur la suite Alors moi, pour conclure, je dirais que à mon petit niveau, j'ai donc fait des mails aux associations dont j'ai parlé hier, qui sont des associations, qui sont des associations d'État, hein, donc qui rentrent malheureusement dans cette idéologie étatique. Hein. Je me propose éventuellement de voir du côté d'associations patriotes s'il y a des possibilités. J'ai le contact Facebook Messenger de Pierre, donc on peut échanger de manière à ce que moi je puisse le mettre en contact. S'il a besoin… Enfin, moi, c'est un peu compliqué parce que je suis en mission à Lille tout en habitant dans le Pas-de-Calais, mais si je peux éventuellement l'aider sur certains papiers administratifs, vous voyez, si par exemple il y a une association qui me dit voilà, il nous faudrait monter un dossier, je ne sais pas si Pierre, toi tu as accès à des imprimantes, si tu as besoin de faire des dossiers, comment tu fais? De toute façon, Pierre, nous, on ne te lâche pas, hein, on reste en contact. On n'entend plus Pierre, non? Non, on n'entend plus. Non, ton micro est muté. Ah, là. excuse-moi. Attends, Je suis devenu sourd. C'est bon, vas-y. Voilà. Oui, je disais, Pierre, comment tu fais s'il faut monter des dossiers? Tu as des imprimantes, tu as… Alors, c'est un peu la débrouille. Hein. C'est un peu la débrouille. Une sorte de boutique qui imprime sur clé USB. D'accord. Donc là, ça peut marcher. Voilà. Donc, moi, avec ces contacts d'associations humanitaires ou associations patriotes, je peux voir déjà ce qui est possible. Et puis, bah, voilà, te suivre. Toi, tu nous en fais part. Je peux te dire qu'il y a une antenne des Petits Frères des Pauvres sur Beauvais, donc l'Oise. Donc, j'ai pris contact avec la dame aussi. C'est dans ton secteur. Après, peut-être voir sur l'Oise s'il y a des associations patriotes sur l'Oise, sur ton secteur. On va s'enseigner justement sur le site La Ruche. Dans les voilà.
C'est quand même très Oui, il faut distinct. se renseigner. Quand le site La Ruche Patriote sera mis en place, enfin il est en train de se mettre en place, mais on peut déjà les contacter et voir ce qu'ils peuvent proposer. Ouais. Et je pense que ça pourrait pas mal aider Pierre. Hmm. Voilà, Écoutez, sur le secteur de l'Oise, secteur Ah, de mais l'Oise. je suis pas du tout sur l'Oise, en fait. Je suis sur l'Essonne et il y a mon travail et d'accord. mes enfants. Donc, je risque difficilement de bouger pour l'instant. Plus sur l'Essonne, d'accord. Mais après, Euh, oui, il y a moyen sur l'Essonne, des camarades, il y a forcément des solutions. Hein, ouais. rien n'est Mais je définitif. pense qu'il y a quelque chose à creuser par rapport aux associations patriotes qui Ouais. lancent des cagnottes ou des newsletters souvent sur des thématiques. Peut-être pourrait-on Alors, suggérer qu'ils fassent une newsletter spécifique coronavirus par ouais. rapport justement à la situation des SDF français de souche. Donc moi, je vais en parler aux 2 associations que je connais, voir si on pourrait pas faire une newsletter en citant ton cas, Pierre, si tu en es d'accord, sauf si tu préfères rester anonyme. Non, Et puis, voir ce qu'on peut faire. Je vais les contacter. Alors, On l'a, un autre groupe qu'on pourrait contacter, c'est la Dissidence française qui a Ouais. lancé une section d'entraide Ils font aux des Français de maraudes. la rue. Ouais. Voilà, ils font pas mal de maraudes, ils Ah ouais. distribuent pas mal de repas. J'avais vu Vincent Vauquelin, j'avais un peu parlé de la Voilà. situation, ça n'a pas fait évoluer grand-chose. Ah ouais. Mais Et je sais que le- là, La manipulation, hein, là, c'est ils pas ont, le là, ils ont souci, monté mais- récemment justement un groupe d'entraide. Donc, c'est en train de Ah se oui. mettre en place et ils ont Oh, déjà fait pas mal d'entraide. il y a 2-3 ans déjà qu'ils font ça. Ils Ah font ouais. ça depuis 2-3 ans, mais là, ils ont monté vraiment le groupe D'accord. spécifique Bon, à l'entraide. on va se renseigner. Ah En oui. tout cas, nous, on Et il y va- avait aussi le père Boulard. Ça vous dit quelque chose, le père Boulard? C'est un Non, pas du prêtre, tout. c'est un prêtre qui est spécifié, qui est vraiment axé sur les maraudes par rapport aux problématiques des Français autochtones. Donc, je vais essayer de voir aussi un petit peu de ce côté-là s'il y a des possibilités, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que obtenir un toit à nos compatriotes, c'est quand même la priorité, quoi. Oui, tout à Avec la fait. crise, ça va pas s'arranger. Voilà. Alors, sur Paris aussi, Pierre, sur Paris, tu as par exemple les Lazaristes qui proposent des chambres pour très, 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 très peu cher. Ils sont rue de Sèvres. Mm. Les Moi, j'ai Lazaristes, la alors problématique là. de recevoir mes enfants et c'est vrai que. Ah oui, ils sont dans j'ai une l'Essonne. communauté- Ils sont dans l'Essonne. Ouais. Alors, j'ai une communauté religieuse à côté, hein, mais c'est des franciscains. Ils font payer parce que, mine de rien, on peut être religieux et être intéressé par l'argent. Ce qui est, à mon avis, antinomique, clairement. Mais toute l'église catholique, à mon avis, est complètement vérolée. Ah oui. Et après, pour éviter, pour éviter les questions d'argent, il faut plus se tourner vers les églises traditionnalistes qui là sont voilà, qui ne demanderont pas d'argent. des camarades Ouais. qui sont. Il faudrait aller voir par exemple la fraternité Saint-Pédis qui pourrait t'aider, je pense. Bah Tout à écoutez, fait, en tout ouais. cas, si- La meilleure aide, ce serait qu'on renverse ce système, en fait. Ça. c'est sûr. J'invite nos auditeurs, en tout cas, à nous contacter, à réagir à la situation de Pierre. Et puis, bah, si vous avez une solution aussi à lui proposer, vous nous en parlez et puis on lui transmet. En tout cas, mec, nous, on ne lâche pas. Hein. On reste en contact. Tout à fait. On va te Non, suivre, non plus, hein. on va pas t'oublier. Moi non plus, hein, j'ai pris goût nos émissions. Là. Bah écoute, si tu veux. Sinon, on va se retrouver à 20 chroniqueurs dans un mois. Tu t'es ajouté au Discord, Pierre? C'est quoi Discord, j'ai Discord parce que j'ai un élève qui m'avait Bah, écoute, mis ça. genre. on verra ça. Bon. Très bien. Bah Je suis écoutez, opérationnel. je vous remercie, Caroline. Merci à vous, j'étais ravie Ah, nous de pouvoir évoquer cette situation particulière et faire jouer le maillon de l'entraide, de la fraternité. Bah, écoutez, Donc, c'était- on reste en contact, Pierre, on Ouais. reste en contact. je remercie Mathieu qui a eu l'idée de vous inviter. C'est vrai que Ouais, pas de souci. Bah, ça a été très intéressant, je trouve, de parler de ce cas-là parce que du coup, si on peut aider les gens comme on peut, toujours ça. ok, bah, Tout à fait. Pierre, Le vrai militantisme, c'est ça. absolument. Tout à fait. Pierre, on te remercie aussi. Et Merci puis, beaucoup. Merci Pierre, merci Caroline. on reste en Bientôt, contact. Merci Allez, à à vous deux bientôt, d'être on reste en merci contact. à vous hein. deux d'être venus. Allez, merci les gars. Merci à vous. Hein. Bisous. Au revoir. Salut. Voilà. Salut tout le monde. On en appelle vraiment à votre solidarité. Un de nos frères est à la rue, délaissé par les siens pour ses opinions politiques. Il est temps de se réveiller et de montrer qu'une vraie solidarité existe parmi les blancs nationalistes. Nous mettons temporairement notre compte Tipeee à disposition pour recueillir des dons à l'intention de Pierre. Néanmoins, l'urgence est vraiment de lui trouver un logement. C'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter si vous pensez avoir une solution pour Pierre. Merci.